Bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'un grand angle. Les encombrements à Dakar, notamment avec les cas de Colobane et Gibraltar, ainsi que leurs impacts sur le cadre de vie des populations, seront au menu de ce décryptage où nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Djibril Badiane. Djibril Badiane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes urbaniste et planificateur économique. C'est ça. Nous accueillons également sur ce plateau Pape Bandagaye et Ousmane Ba, reporters à 7TV. Messieurs, bonsoir. 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 Et bienvenue à ce plateau de décryptage. En fait, Pape Banda, vous avez réalisé ce reportage que nous venons de suivre au niveau du marché Colobane. Colobane qui est un célèbre marché bruyant mais aussi bouillant et qui est dominé aujourd'hui par les occupations anarchiques. Comment les commerçants parviennent à vivre tranquillement ainsi que les habitants autour de ce désordre? Ensemble, les commerçants et les populations riveraines vivent difficilement, d'abord à cause de ces nombreux problèmes auxquels sont exposés le marché. D'abord l'anarchie, vous l'avez dit, les trottoirs qui sont transformés en des zones marchandes, également les devantures des cantines également, ce qui obstrue la voie publique. Les commerçants exposent en tout cas leurs marchandises sur le trottoir, et ce qui crée une anarchie totale. Les voitures, les véhicules ne peuvent pas passer. C'est une situation extraordinaire. À cela s'ajoute une insalubrité notoire. À Colobane, on marche sur les ordures, ce qui est assez compliqué. Et même dans les centres commerciaux, vous marchez sur les ordures. En fait, c'est une désorganisation notoire qu'on constate à Colobane en réalité. Mais quand on dit Colobane, tout le monde pense déjà au marché, mais avant d'être un marché, Colobane était déjà un quartier créé dans les années 30, aujourd'hui qui est un marché très connu à Dakar. Exactement. Comment se passent les relations entre habitants et commerçants? Ce sont des relations conflictuelles depuis des années, depuis je pense 2009, les populations sont en train de se battre pour avoir un cadre de vie décent, un cadre de vie qui a été détérioré par, disent-ils, les commerçants, parce que les populations sont obligées aujourd'hui, par exemple, de faire des détours pour accéder à leur domicile, ou par exemple de faire des détours également pour accéder à l'école, à l'hôpital, ce qui est une chose. Ils se sont en fait envahis, ces habitants de Colobane, et qui se rappellent pourtant admirablement de leur moment, par exemple d'il y a 30 ans, qui était ces quartiers qui étaient des quartiers paisibles où on pouvait vraiment s'épanouir. C'est ce lustre en tout cas qu'il continue de miroiter là-bas à Colobane. Oui, Colobane, symbole de l'anarchie dans la capitale sénégalaise, mais également symbole du secteur informel au Sénégal. En fait, quel est l'avenir de ce marché? En fait, ça va être un marché qui va continuer avec son état actuel ou bien ça va être modernisé? Bon, si ce marché n'est pas modernisé, les problèmes vont s'accentuer. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui ont été dégagées? Oui, notamment par la mairie. Il y a un programme décennal qui avait été brandi par la mairie, qui propose en tout cas de faire des constructions en hauteur pour permettre aux tabliers qui créent une anarchie totale là-bas de pouvoir se caser et pouvoir quitter les ruelles pour que les véhicules puissent passer, pour que le cadre de vie puisse être amélioré. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Djibril Badiane, urbaniste, planificateur économique. En fait, en tant qu'urbaniste et planificateur économique, que vous inspire en fait ce marché Colobane avec l'occupation anarchique qui reste le vécu des populations et des commerçants? Merci beaucoup pour la question, et je remercie également mes co-débatteurs et félicite Pape pour la réalisation de ce public reportage. Alors je pense, il l'a dit, mais si vous le permettez, on peut revenir un peu sur le contexte même africain de manière générale. C'est un fléau que vit la plupart des grandes villes africaines et qui sont vraiment frappées par la question de la forte urbanisation qui n'est pas contrôlée et qui finalement débouche sur des questions socio-économiques qui fatiguent aussi bien les États qui ont en charge également cette compétence, mais également les collectivités territoriales également qui ont cette compétence en termes d'urbanisme et également d'organisation de l'activité urbaine. Alors, si vous allez par exemple à Nairobi, ils ont des marchés où les gens utilisent à la limite les rues et les ruelles pour faire le commerce d'étalage. Vous allez également à Luanda,
vous avez au Lagos, où vraiment c'est le cœur battant de l'informel, de l'économie informelle au Nigeria. Mais cela appelle également à cette forte urbanisation, à mon sens, qui est incontrôlée et qui dépasse de loin nos documents de planification. Je rappelle que la région de Dakar, aujourd'hui, qui représente 0,3% du territoire national, concentre 4 426, presque le quart de la population, selon le dernier recensement numéro 5 donc, de l'ANSD, avec une densité de plus de 7000 habitants au kilomètre carré. Alors, caractérisé par des problèmes urbains notoires. La question de l'encombrement urbain aujourd'hui, nous l'avons décrié depuis longtemps, mais il faut savoir que ça date depuis le début du XXIe siècle. C'est avec l'avènement, en tout cas, des années 2000, qu'on voit beaucoup plus, en tout cas, les jeunes qui quittent les villages pour venir trouver une activité économique à Dakar, s'adonner à des activités de commerce, où c'est l'étalage, globalement, qui est le commerce dominant. Ouais. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué, en fait, la forte urbanisation qui est incontrôlée par les pouvoirs publics. Mais est-ce que donc Colobane, on peut le mettre dans le lot en fait des résultats d'échecs concernant les différents plans directeurs d'urbanisme qui ont été initiés ici au Sénégal? Alors, vous avez soulevé effectivement là où le bas blesse, parce que effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État du Sénégal très tôt avait entamé la mise en œuvre, déjà la conception et la mise en œuvre de plans de planification. On le dit très souvent, c'est en 1948, on avait déjà notre premier plan d'urbanisme pour Dakar. S'ensuit 1967, 1980 et le début des années 2000 avec le plan d'urbanisme de Dakar, Horizon 2025. Et pourtant, Horizon 2025 aujourd'hui a été décrié partout, disant que ça n'a pas fait l'objet en tout cas d'une planification participative et que les collectivités territoriales n'ont pas été sollicitées. C'est vrai parce que c'est les collectivités territoriales qui sont au contact direct de ces problématiques-là. L'État est central à ses compétences, mais les communes et les collectivités de manière générale interagissent au quotidien avec ces populations. Le cas de Colobane, effectivement, il l'a bien soulevé. Je pense qu'on a laissé faire pendant longtemps. Le déguerpissement avec ce nouveau régime a été effectué au mois de juin, mais retourné actuellement à Colobane. Vous allez voir que dans l'ensemble des artères, les marchands ambulants sont revenus et ils ont repris en tout cas l'ensemble des espaces qui leur étaient interdits. Et pour moi, la question du suivi est appelée à ce niveau-là. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une politique de suivi rigoureuse sur la question en tout cas du contrôle de l'encombrement urbain. À Colobane aujourd'hui, il l'a dit tout à l'heure, il y a une relation conflictuelle entre les habitants en tant que tels et les commerçants qui exercent leurs activités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière également, il y a cet intérêt économique également qui est manifesté par les collectivités, de manière générale par les communes. Comme vous le savez, nos communes n'ont pas assez de ressources financières pour en tout cas subvenir à l'ensemble des charges qui sont contenues dans les documents. Et donc, ça donne à une cantonisation en fait de l'espace urbain. Exactement. Parce qu'il faut le savoir, parfois aussi, c'est la commune qui gère à travers la compétence transférée, notamment l'urbanisme, la question donc de la gestion de l'encombrement urbain. Donc c'est une source de revenus fiscale et qui permet parfois aux collectivités territoriales de vivre également de l'absence de ressources de façon moindre. Et pour moi, pour Colobane, au même titre que Gibraltar et peut-être les autres quartiers où, quand vous allez par exemple dans la banlieue, aujourd'hui c'est la question urbaine en tant que telle, mais aussi vous allez dans les zones périphériques au niveau des banlieues, vous avez même des quartiers qui sont complètement absorbés par le rond-point de Keur Massar, c'est le cœur battant en tout cas de l'économie informelle en tant que telle. Exactement. En fait, on sait que l'occupation anarchique est à la croisée de l'économie, de l'environnement, de l'urbanisme. Et puis on a vu à Colobane, en fait, que l'opération des encombrements a été menée par la municipalité, notamment face Colobane Gueule Tapée. Mais parallèlement, on a une direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique qui était absente lors des opérations de désencombrement. Comment expliquez-vous un peu ce décalage entre l'autorité centrale et les services décentralisés? Alors, c'est déjà une compétence qui est transférée, donc c'est plus que normal de voir la commune, ou en tout cas la collectivité de manière générale, prendre ses responsabilités pour exercer une compétence qui lui est dévolue. Mais qu'est-ce que faire alors du plan national de lutte contre les encombrements? Exactement. Alors, c'est pour ça aussi, pour moi, il doit y avoir cette synergie entre l'État central et les collectivités territoriales de manière générale. On l'a beaucoup décrié. Ne serait-ce que dans la conception de ces documents de planification, il n'y a pas une synergie de façon générale. C'est du top-down. On conçoit les documents au niveau central et on veut les partager au niveau local avec les collectivités. Exactement. Parfois, ça amène beaucoup de réticence et finalement, comme également les communes n'ont que les compétences transférées pour exercer et montrer également qu'ils ont cette rigueur-là dans la gestion. Mais naturellement, je pense que dans le cas de Colobane, ça s'est posé. Les gens n'ont pas été associés et finalement, les problèmes
parce que je le dis tantôt, c'est les collectivités qui sont en face des problèmes et vivent ces problèmes-là au quotidien. Donc, c'est de leur devoir également de se lever et d'essayer de trouver un consensus entre les besoins des habitants qui habitent dans ces quartiers-là, et également les besoins des commerçants qui, souvent, comme on le dit, payent le duty. Peut-être ont même, je ne sais pas moi, des papiers qui montrent qu'ils ont été vraiment dans les procédures légales pour acquérir une cantine. Et donc, il faut voir le problème, pour moi, les régler de façon structurelle. Parce que la question du recasement et la question du paiement des impenses ou de les délocaliser, pour moi, c'est juste délocaliser le problème justement vers un autre quartier ou vers une autre commune qui, plus tard, avec la cantinisation et l'encombrement urbain, vont continuer de vivre les mêmes problèmes. Pour moi, il faut se poser, voir effectivement au niveau central et au niveau des collectivités territoriales, comment ensemble on peut joindre les deux bouts, élaborer ensemble les documents. C'est important parce que bon, c'est le plus grand problème. Hein. Dans la pratique du métier, on l'entend très souvent, les collectivités décrient, pour la plupart du temps en tout cas, ils décrivent le manque de concertation et de consensus dans la planification de ces documents-là. Djibril Badiane, merci. Vous restez avec nous parce qu'il y a le deuxième cas concernant Gibraltar avec Ousmane Ba qui a réalisé le reportage que nous allons suivre plus tard concernant le cas du centenaire Gibraltar. En fait, qui jadis était une zone résidentielle réputée, mais aujourd'hui on a vu qu'en fait ce quartier est transformé en lieu de négoce. Qu'est-ce qui explique cette transformation et comment elle est vécue par les populations? En tout cas, il y a beaucoup d'explications qui surgissent, surtout celles des résidents du quartier qui disent qu'aujourd'hui, c'est à cause de la communauté chinoise qui a acheté certaines des maisons, qui les a transformées en des dépôts ou en tout cas des magasins qu'ils ont soit loués à des Sénégalais qui font du commerce ou en tout cas où eux-mêmes produisent ou exercent ce même commerce. Donc c'est à cause de ces transactions-là que le quartier, en tout cas les abords en tout cas de l'allée, sont devenus aujourd'hui pratiquement un marché. Et voilà, ça se présente comme ça. Et aujourd'hui, les résidents, en tout cas certains résidents de la cité, se sont constitués en un collectif pour lutter contre cette occupation-là de l'allée, des trottoirs et de la cité de manière générale, qu'ils disent anarchique et qui est à l'origine de beaucoup d'autres problèmes qui surgissent, c'est-à-dire de l'insécurité, de l'insalubrité et autres. Oui, mais on a vu qu'en fait, malgré cette agitation entre commerçants et résidents, il y a le silence de la mairie de la Médina qui administre le centenaire Gibraltar. Pourquoi ce silence et pourquoi la mairie ne veut pas intervenir sur ce cas précis? Alors, la mairie est d'abord dans une posture de... En fait, elle dégage ses responsabilités par rapport à ce problème parce que quand on a appelé, par exemple, excusez-moi, l'agent de la mairie, il nous a tout simplement répondu que le problème, c'est leur responsabilité. C'est-à-dire les résidents, c'est eux-mêmes qui ont vendu leur maison aux Chinois, donc ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, parce que c'est de leur responsabilité. Les Chinois ne font que du commerce. Maintenant, pour ce qui est de l'occupation du trottoir et de la voie publique, là, les commerçants qu'on a rencontrés disent quand même que la mairie fait souvent des descentes pour opérer des déguerpissements. Certains même perdent leurs marchandises dans la foulée. Et d'autres sont obligés tout le temps d'être dans une situation où ils peuvent tout le temps déguerpir quand ils voient les agents de la mairie. Mais la mairie prend aussi ce qu'il appelle tout à l'heure le duty de ces gens-là. Et dans cette affaire-là, il y a des dispositions qui sont un peu bizarres. Par exemple, vous allez voir que certains magasins, sur certains magasins, on a greffé des hangars. Des hangars qui couvrent le trottoir. Et maintenant, ces hangars sont devenus des dépotoirs de marchandises. Maintenant, il n'y a plus possibilité de passer sur le trottoir. Et c'est ça que décrivent les résidents de la cité. Ousmane Ba, merci. Vous restez avec nous. Djibril Badiane, urbaniste, planificateur économique. En fait, pour le cas de Gibraltar, c'est un peu particulier parce qu'il y a des résidents qui ont transformé leur maison en boutique louée à des commerçants. En fait,
comment trouvez-vous ce nouveau fait dans l'occupation anarchique même et même dans la création de marchés à Dakar? Ça rend le problème complexe, très complexe, parce que bon, c'est nos compatriotes qui, pour des raisons économiques, très certainement, ont été obligés, en tout cas, à mon sens, de collaborer avec les commerçants chinois et donc de céder les habitations à usage donc commercial. Mais je pense que... Est-ce que au plan du droit, ça on peut le faire? Alors, bon, vous savez, les plans directeurs d'urbanisme, c'est ce qui organise en tout cas l'occupation de l'espace urbain. Si effectivement, dans la relation commerciale, celui qui a loué, parce que c'est en amont, c'est Centenaire, au milieu, c'est Gibraltar, mais plus loin encore, c'est Petersen. Où vraiment sur toute la lignée, sur tout le tracé, vous avez l'activité commerciale qui est exercée par les Chinois. Donc, du côté, en tout cas, juridico-légal, pour moi, ça appelle encore une fois au respect des documents de planification. Vous savez, c'est le plan directeur d'urbanisme qui organise ces activités-là. Et je l'ai dit tantôt, j'ai cité que depuis 1948, la région de Dakar a commencé en tout cas à avoir ses premiers documents. Mais c'est le même problème. Nous avons les meilleurs documents en Afrique francophone. Mais la question de l'application et de l'applicabilité globalement de ces documents-là pose problème dans le principe. Puisque l'État les conçoit pour être dans les grandes conventions, dans les standards de manière générale. Mais la question même de l'appropriation par les populations en tant que telles, mais d'abord au milieu par les collectivités territoriales qui ont cette compétence transférée-là. Pour moi, c'est le moment justement de se poser et de prendre ces problèmes-là socio-économiques, de les mettre sur la table, d'inviter les collectivités territoriales, mais également l'État central, pour ensemble réfléchir sur un problème consensuel. Parce que je vous dis, si on continue de parachuter des documents du côté de l'administration centrale, pour faire en sorte que ces problèmes-là, ces documents-là prennent en compte les problèmes des populations, sans pour autant que les communes se l'approprient et fassent en sorte que l'application soit une réalité, on sera toujours en fait dans des problèmes que nous déplacerons. Ouais. Djibril Badiane, merci beaucoup. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes urbaniste et planificateur économique. Je vous remercie. Pape Bandagaye, Ousmane Ba, merci. Merci. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt.